Soyez toutes et tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui utilise les liens pour réconcilier les humains avec les vivants, en eux, autour d'eux. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager avec vous. Christophe Legroux développe des projets citoyens de transition écologique pour la métropole de Valenciennes. Avant, il a longtemps travaillé au parc naturel régional de l'Avesnois. Il en a tiré une grande expérience, il a beaucoup expérimenté, testé, enrichi. Et il résume cette expérience avec le triptyque sensibiliser, outiller, donner le place d'acteur. Sensibiliser parce que ça suffit pas, et puis qu'il faut laisser chacun libre, outiller pour que chacun puisse agir quand il en aura l'élan, et puis donner une place d'acteur pour que justement cet élan puisse prendre toute sa place et que chacun puisse faire au mieux, au plus juste, au plus grand aussi. Vous allez voir que c'est un épisode très concret, que j'ai trouvé très éclairant. C'est pas la première fois que nous parlons de changement dans le podcast Entre là, on en a parlé beaucoup. On a parlé aussi beaucoup de storytelling, de comment on fait sens de l'histoire qu'on se raconte. Et là, dans cet épisode, je pense qu'il y a des choses qui sont un petit peu nouvelles et qui devraient vous plaire parce que, notamment, Christophe, il a une grande expérience concrète, opérationnelle qu'il partage avec nous, avec des exemples qui sont très simples, très concrets, très faciles à imiter. Il y a des choses que vous pourrez reprendre directement. Il pose aussi la question du sens. Nous serions peut-être moins des êtres de sens que des êtres d'action auxquels nous donnons du sens en fonction de ce que nous sentons. Je trouve ça intéressant de se poser la question, en tout cas du sens, parce qu'on en parle aussi dans tous les sens, et dans tous les sens du mot sens, et puis parfois on ne sait pas très bien comment ça marche tout ça ensemble. Christophe utilise aussi la puissance du jeu dans toutes ses actions. Le jeu, on sait très bien, la gamification, que ça donne des choses qui sont intéressantes, on ne sait pas toujours tout à fait comment faire. Parfois, on utilise des jeux qu'on a vus fonctionner ailleurs, on ne sait pas très bien si ça fonctionne ou pas. Là, il partage avec nous différentes choses qu'il a mis en œuvre. Moi, j'ai particulièrement vraiment bien aimé l'idée du jeu de mise en situation sans rôle, sans rôle défini, sans rôle figé. J'ai trouvé ça génial, en fait. Vous allez voir ce que vous en pensez, vous. Chère auditrice, chers auditeurs, je te souhaite une très très bonne écoute. Sois bienvenue sur ce podcast et à très très bientôt. Bonjour Christophe, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur le podcast Entre là. On va parler ensemble, comme on l'a déjà fait d'autres fois, de comment est-ce qu'on arrive à créer du changement dans les comportements des citoyens, des personnes, des collectifs, avec ton expérience locale à Valenciennes, autour du parc naturel, et puis maintenant ton engagement autour de la métropole de Valenciennes. Est-ce que tu veux te présenter rapidement pour qu'on fasse tous connaissance avant qu'on s'engage dans ces sujets ? Très bien, avec plaisir. Bonjour Gaël, bonjour à toutes et tous. Donc Christophe Legroux, alors on a parlé d'expérience, oui, j'ai 53 ans et après des études de géographie, j'ai rejoint un peu par hasard la fonction publique territoriale. J'ai tout d'abord travaillé sur des projets de développement touristique, de requalification urbaine dans une commune. J'ai rejoint la direction de l'action culturelle au sein du département du Nord, puis le parc naturel régional de l'Avesnois, alors qui reste à ce jour l'expérience professionnelle la plus riche de ma carrière. J'ai été pendant 14 ans responsable du pôle éco-citoyenneté. Donc les missions portaient sur les questions d'éducation, de sensibilisation, participation des habitants, expérimentation, innovation sociale et un volet thématique transition énergétique. Donc j'ai quitté ce poste il y a 10 mois, j'ai rejoint Valenciennes Métropole et je suis en charge de projets citoyens de transition écologique. Et donc, ma mission principale porte sur l'accompagnement des acteurs de la transition, l'expérimentation, le développement d'outils d'animation, des campagnes d'engagement public et enfin, la mise en récit du territoire. Cette histoire de mise en récit, on va peut-être commencer par ça, parce qu'on a parlé de la mise en récit avec Bruno Bachimon, qui nous expliquait que le récit était une manière d'appréhender et de prendre en main la complexité. On a parlé beaucoup de récit, des imaginaires, c'est une notion qui arrive
beaucoup dans les logiques de changement. On sait à quel point le storytelling, l'histoire qu'on se raconte, a un impact sur ce qu'on va pouvoir vivre. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on fait en psychothérapie. On a toute l'approche narrative. Et souvent, on relie ça au sens. Et toi, tu me disais, mais on n'est pas des êtres de sens tellement, mais on met les choses en récit. Donc, j'ai envie que tu partages avec nous comment tu vois les choses, quelle est ta pensée, tes convictions, sur quoi elles s'appuient. Merci. Ok, alors mes convictions s'appuient plus sur une analyse de mon parcours et de mon vécu. Je suis en rien scientifique. Alors, ce que j'ai pu observer, moi, au sein de mes années de pratique des sujets d'éducation et de sensibilisation, c'est que nous sommes des êtres paradoxaux. On a beau être sensibilisé, savoir ce qu'il faut faire, c'est pas pour ça qu'on le fait. Et donc, ce constat m'interroge depuis des années. À quoi bon sensibiliser si au final, ça suffit pas à provoquer le passage à l'action? Donc, alors attention, je reste persuadé que la sensibilisation est nécessaire, voire indispensable, mais largement insuffisante et ne permet pas un vrai changement de posture si on se limite uniquement à cette dernière. Je vais donner quelques petits exemples. Moi, je viens d'un parc naturel. Je suis toujours sensible à l'environnement, conscient des enjeux, j'ai accès aux solutions, les moyens de faire des choses. Si j'observe mes collègues à l'époque ou si j'observe mes collègues maintenant au niveau du service plan climat, alors le but c'est pas de s'auto-flageller et mais si on fait le bilan de ce qu'on fait par rapport à là où nous sommes, des fois je suis pas hyper fier. Donc voilà, c'est comme ça. Si on prend l'exemple, alors je vais parler beaucoup en exemple, comme ça ce sera plus concret. Si on prend l'exemple des sacs plastiques à usage unique, quand on nous a annoncé 2 ans avant que la loi allait interdire les sacs plastiques à usage unique, tout le monde disait, enfin moi autour de moi, oui, on va passer au cabas, c'est pas grave. Évidemment, c'est du bon sens. Donc les gens étaient sensibles au sujet, voire sensibilisés. C'était logique, la façon d'agir était simple. Pour autant, très peu de personnes ont dit, je vais pas attendre la loi, je vais tout de suite passer au cabas. Non, tant qu'à un moment donné, je les prenais. Tant je savais. Le tri des déchets, ça fait 20 ans, ça fait une génération complète. On a encore 50% de refus de tri. Il y a des études qui ont été faites sur le tabac, des groupes de jeunes qui ont été hypersensibilisés aux méfaits du tabac, des jeunes qui l'ont pas du tout été, puis on reprend ces jeunes 4-5 ans après. Il y a une étude sur 1000 jeunes aux États-Unis, il y a une étude dans les pays nordiques. On retrouve la même proportion de fumeurs dans les 2 cas. Donc aujourd'hui, moi je cherche à travailler sur un triptyque qui est sensibiliser, outiller et donner une place d'acteur. C'est-à-dire que la question centrale, c'est comment on fait des habitants des alliés, donc en mettant des stratégies d'engagement public en place, qui en gros, sensibiliser, c'est passer du pourquoi au pourquoi pas. La phase outillée, c'est passer du pourquoi pas au comment. Et ensuite, cette place d'acteur pour permettre à l'habitant d'agir, c'est passer du comment à l'action. Donc voilà ce que j'essaie de développer actuellement. Donc voilà pourquoi je dis que nous ne sommes peut-être pas des êtres de sens et qu'il faut aller au-delà de la pure sensibilisation et ne pas s'arrêter à ça. Ce qui veut dire que la mise en récit, c'est pas seulement donner du sens, mais c'est embarquer dans quelque chose et faire agir. Et donc, moins raconter le sens de pourquoi on fait ça, etc., que on fait ça ensemble. Donc, le récit, il est plus sur le quoi et le comment que le pourquoi. C'est ça. En fait, c'est vraiment un récit qui veut refléter une mise en mouvement du territoire. En fait, l'idée, c'est forcément de partir d'une histoire, mais une histoire crédible, réaliste, qui devient un peu la manière d'illustrer le point de départ d'une prise de conscience, les envies et les capacités, on va dire, d'agir de chacun, habitants, collectivités, entreprises, associatifs. Et donc, ça devient presque la feuille de route, le projet politique, mais au sens noble du terme. Il ne s'agit pas d'engagement, de promesses en disant on va faire ceci, on va faire cela, mais retranscrire un désir commun pour ensuite bâtir nos imaginaires, pour nous inviter à agir, à tendre vers quelque chose. Donc donner un peu de consistance à cet imaginaire pour rendre atteignables les choses, rendre visible ce qui n'existe pas. Et donc c'est mettre en récit des actes, des discours, des preuves contraires, réalisme et espoir, difficulté et plaisir. Mais attention, cette mise en récit des désirs doit être couplée à des actions de mise en mouvement du territoire. Et elle constitue finalement que les fondations d'une histoire commune, et ça a pour but d'interpeller. Alors nous, sur le service plan climat auquel j'appartiens, forcément on est en lien avec les actions du plan climat, alimentation, mobilité, renaturation, sobriété, énergie renouvelable, déchets. Et voilà, et aujourd'hui, de toute façon, on va partir d'une évidence. Tout ce qui a été créé dans le monde a été imaginé.
Et on ne peut pas inventer une nouvelle société si on n'est pas en amont capable de l'imaginer. Donc c'est une évidence. Donc aujourd'hui, il faut travailler sur ces imaginaires. Alors, comme j'ai essayé d'expliquer rapidement, nous ne sommes pas, selon moi, des êtres de sens, ou c'est pas notre faculté première. Par contre, nous sommes des êtres de récit et d'imaginaire. Et pareil, je vais redonner quelques petits exemples. Si on dit demain à des gens le rêve américain, 2 mots, inconsciemment, dans ma tête, ça raconte quoi? Une vie réussie, c'est ascension sociale, j'entreprends, j'ai de la thune, j'achète une belle bagnole, je consomme. Si on avait raconté une autre histoire aux gens, certainement que leur choix et leur désir seraient différents. Moi, quand je parle en famille, dimanche midi à table, et puis j'ai de la famille, des amis, mais non, t'inquiète, la technologie va nous sauver. Je pense que, comme moi, on n'en sait rien. Bon, je pense qu'elle va pouvoir nous aider, mais elle va pas nous sauver. Mais inconsciemment, c'est l'histoire d'Elon Musk et Jeff Bezos. La sobriété, c'est l'histoire de Cyril Dion, Pierre Rabhi. J'ai une fille qui fait du droit pour être commissaire de police. Elle a jamais été commissaire de police. C'est son imaginaire par rapport aux séries télé. Donc aujourd'hui, on n'a plus de grands récits. La religion est un grand récit. Peut-être que le dernier, c'était le communisme et le capitalisme, qui étaient deux façons de voir l'économie. Et j'ai vraiment l'impression qu'il nous refaut un grand récit qui fait que j'ai envie de tendre de ce côté-là de l'histoire. N'oubliez pas de frapper avant de sortir, de me prendre par le bras, de saluer les branches, de saluer tout le monde et de marcher sur vos pas. N'oubliez pas de tromper les dimanches, de renifler mes chairs, de compter sur la chance d'imaginer le pire et d'en oublier l'air. Mais n'oubliez pas d'écouter les histoires, de remonter d'en bas. N'oubliez pas de chanter dans les bars, de vivre tous les soirs pour que la peur ne revienne pas. N'oubliez pas de caresser les lames, de marcher sur des œufs, de caresser madame, de toucher le désir, je vous tord le bras. N'oubliez pas que la terre est bien ronde, comme une balle dans le dos, que malgré tout ce monde, on finit dans un trou, le crâne entre les genoux. Mais n'oubliez pas d'écouter les histoires, d'en monter, d'en bas. N'oubliez pas de chanter dans les bars, de vivre tous les soirs pour que la peur ne revienne pas. Entre le jour et la nuit, les mains dansent et les regards. Des sans-voix s'intensifient, les regrets montent dans les gares. Entre le jour et la nuit, parce que les nuages se cachent bien. Dans le noir, des faux soucis, les voix dérailleront demain. Entre le jour et la nuit, la terre entière ressemble à toi. Mon amour sans contour qui sourit et me regarde pas. Assis sur mon tabouret bas, je regarde la valse du monde. De mes lucarnes grises et rondes, je vois la vie qui passe. Entre le jour et la nuit, j'hésite à peine 24 heures. Le temps de penser à celle qui m'apporte encore du bonheur. Entre la nuit et le jour, il y a toute la différence qui sépare la rue des carrefours, qui donne pour une fois la chance
Assis sur mon tabouret bas, je regarde la valse du monde. De ma lucarne grise et ronde, je vois la vie qui passe. Toi qui travailles plus au niveau local, est-ce que c'est un récit qui est d'abord un récit d'un petit collectif qui après éventuellement rayonne? Et est-ce que tu as déjà construit des récits autour du parc, notamment du parc naturel? Alors, pas sur la mise en récit en tant que tel. En fait, nous, on est parti sur l'agglo d'une méthodo qu'on est en train d'inventer, hein, qu'on teste. Hein, on ne sait pas. Il y a un côté expérimental dans la mise en récit. Ce qu'on a vraiment souhaité, c'est d'aller au-delà d'un texte qu'on va diffuser. On voit beaucoup, hein, il y a d'autres territoires qui ont fait, ils ont écrit un texte, ils l'ont publié, ils l'ont édité, des gens l'ont lu, très bien. Oui, donc ça tient un peu du manifeste plutôt que d'un récit qui serait co-construit par un collectif par étapes. C'est ça, voilà, tout à fait. Donc nous, ici, dans notre, on va forcément écrire une histoire qui est une vision de notre territoire qui incarne le changement. Donc ce récit collectif, il part de plusieurs éléments. On a des diagnostics techniques de notre plan climat, on a des rencontres individuelles en atelier avec l'ensemble des maires, des ateliers avec des habitants, avec des entreprises. On a identifié des thématiques fortes qui parlent à tout le monde. Et l'idée, ça va être de produire une histoire, une identité visuelle. Et ensuite, on aura donc ce texte, on appelle texte fondateur, je ne sais pas si c'est le bon mot, qui finalement va être le territoire désiré, souhaité par le plus grand nombre. Ensuite, l'idée, c'est de le décliner sous différentes formes. Alors, forcément des textes, des vidéos, des spectacles, des conférences. Donc là, il y a l'écriture, et ensuite, il faut le diffuser. Pour le diffuser, on va essayer de mélanger, de combiner différents genres et de proposer une stratégie de com qui va s'appuyer sur des publications, magazines, bulletins municipaux, bulletins de l'agglo, les réseaux sociaux sur Internet, des podcasts, comme on est en train de faire là, peut-être des relations médias avec des articles de presse, des rubriques partenariales pour mettre en place des conseils, des portraits. Ensuite, il va falloir faire vivre ce récit. Pour le faire vivre, nous, on veut finalement créer des formes qui vont à la rencontre de l'habitant. Je vais faire le parallèle quand j'étais à la culture au département du Nord. Le but, c'était de semer des balises un peu partout sur le territoire et d'espérer qu'avec ces balises, avec ces productions artistiques, avec l'accessibilité, des stratégies de démocratisation, le plus grand nombre ait une chance, à un moment donné, de rentrer en contact avec une offre culturelle. Certains rentraient plusieurs fois en contact, d'autres non, d'autres passaient toujours à côté, d'autres rentraient en contact mais ça accrochait pas. Mais finalement, on avait fait notre part du job. On avait donné l'opportunité ou maximisé les chances que chacun puisse à un moment vivre l'expérience. Donc là, un peu sous cette forme, après la rencontre, on a l'idée aujourd'hui de mettre en place une conférence quiz interactive. Donc là, c'est raconté sous forme avec des belles photos, des belles vidéos, sous forme de spectacle. Les gens viennent, ils découvrent ce territoire qui fait envie, qui provoque des émotions. Il y a des questions pour prendre conscience. Je réponds avec un boîtier de vote. Et c'est tout terrain. Ça peut à la fois être programmé professionnellement sur une scène nationale, mais on peut avoir une forme réduite. On va dans les collèges, les lycées, les centres sociaux. Des événements culturels sur le territoire, un jeu narratif à destination des scolaires, où là, on a finalement, pour les plus jeunes, une réflexion sur l'émerveillement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas revenir encore sur la question avec les plus jeunes de donner du sens. On pense qu'il y a une telle déconnexion avec la nature, avec l'environnement, qu'il faut réapprendre à se rémerveiller, à donner de la gratitude envers les choses. Donc là, on pourrait être avec les enseignants. Et donc, comment vous faites concrètement? Comment ça fonctionne, ce jeu? Alors, ce jeu, il est en cours de réflexion. L'idée, c'est de raconter des histoires sur des actions qui se passent sur le territoire. Alors, pour l'illustrer concrètement, je vais peut-être partir, je l'ai testé, moi, au niveau du parc naturel avant, où on avait des actions qui profitaient à un groupe minime d'individus, ceux qui participaient à l'opération. Il y avait une sortie de nature, il y avait 10 familles, 10 personnes à profiter. On mettait en place des défis familles à biodiversité positive, c'était les 10 familles. Mais puis, tous les autres n'en profitaient pas parce qu'on ne peut pas accueillir les 140 000 habitants du territoire. Et donc, l'idée, c'était de créer un jeu qui donne envie aux gens de s'intéresser au sujet, de lire les choses et de dire « Waouh, il se passe ça, c'est intéressant ». Donc, c'était mettre en récit, finalement, nos actions. Donc, on a vu une opération qui s'appelle « Cueillons la nature ».
Pure nature, c'est on invite des propriétaires de vergers qui n'utilisent pas leurs pommes à ouvrir leur verger pour les écoles. Les écoles viennent ramasser les pommes. La mairie finance la pressée du jus de pomme. Donc là, on avait aussi réfléchi à un modèle économique en disant à la mairie, on va faire 500 litres de jus de pomme, ça va vous coûter 500 €. Sauf que la mairie va récupérer 250 litres, l'agriculteur 50 litres, l'école 200 litres. Ce qui fait que la dépense que faisait la mairie, au lieu d'acheter du coca, de récupérer du jus de pomme, donc c'était pas une nouvelle dépense. Et cette opération permettait aux jeunes d'expliquer, de donner une valeur d'usage aux fruitiers, et de donner envie, on espérait, de dire ce serait bien que j'ai un fruitier chez moi parce que je peux avoir du bon jus de pomme. Et donc l'idée du jeu qu'on avait appelé les aventuriers du parc, c'était de raconter cette histoire. Donc les gamins arrivent dans le verger, ils ramassent les pommes, ils pressent, ils font mettre en bouteille, et régulièrement, au fur et à mesure de l'histoire, il y a des épreuves à gérer. Donc on imagine, super, tel jour on arrive dans le verger, il y a des haies, c'est ce qu'on appelle le bocage. Ça permet d'avoir une petite ressource pédagogique qui montre des photos qui expliquent ce qu'est le bocage. Ah, il y a des arbres au milieu, on explique pourquoi il y a des arbres. Ah, mais mince, en dessous il y a des vaches. Pourquoi il y a des vaches? Mais il faut qu'on les fasse bouger. Et c'est là que le jeu intervient. Il y a 2 élèves qui ont la mission de dire on va relever l'épreuve, c'est il faut faire bouger les vaches. Et là, le jeu devient prétexte. On pioche 10 cartes images farfelues, un ballon de baudruche, un pistolet à eau, un dentier, une canne à pêche. Et parmi les 10 objets que les 2 gamins ont piochés, ils en choisissent 2. Et les 2 avec lesquels ils vont faire bouger les arbres. Ils écrivent sur une ardoise, et ils en prennent 3 au hasard parmi les 8 qui restent, ils les mélangent, et les autres débattent. Et donc ça stimule l'imaginaire sur lesquels ils ont utilisé. Ah, je pense qu'il a pris le dentier parce qu'en avançant, ça va faire peur aux vaches. Ah, ben non, mais moi je pense qu'il a pris la canne à pêche pour eux. Mais non, il va pas leur taper dessus, ça va leur faire mal. Ah, il a essayé. Et s'ils retrouvent les 2 bons objets, super, les vaches bougent, l'aventure continue. Sinon, c'est 2 autres qui prennent 10 cartes objets. Et en fait, ça peut même devenir un jeu familial qui donne envie de se plonger, de connaître les actions du parc que personne ne sera allé lire. Enfin, je veux dire, personne ne sera allé lire un truc. Et donc, on les met en jeu. Et donc, on peut imaginer aussi, autour de veiller, de compter, d'utiliser ce genre de jeu, ce genre d'histoire, dans lequel on met finalement un petit côté ludique, imaginaire, de jeu de société, tout simplement. En plus, ça permet de savoir comment les gens réfléchissent, d'avoir d'autres points de vue que le sien, ça ouvre à plein de choses. Et donc, tu as beaucoup utilisé la gamification, tu m'as dit, au niveau du parc, au niveau de ce que tu fais aujourd'hui. Il y a d'autres choses que tu as créées dont tu pourrais avoir envie de nous parler maintenant, de ce que tu as fait en gamification? Oui, alors peut-être commencer, pourquoi j'ai ça, parce que donc je parlais aujourd'hui de mon triptyque, sensibiliser, outiller, donner une place d'acteur, et dans ce cadre, le jeu s'impose à moi comme quelque chose de redoutablement efficace. Aujourd'hui, le développement durable, alors, j'espère pas être clivant, mais on le vit souvent comme une contrainte. Alors pour certains, c'est une vraie contrainte, pour d'autres, c'est pas une contrainte au sens pénible, mais voilà, c'est inévitable, ça s'est imposé à moi. L'eau potable n'est pas illimitée, le pétrole émet des gaz à effet de serre, donc ça, voilà, on va s'entendre, c'est une réalité, je veux dire physique, biologique, planétaire, ça s'impose à nous. Et un jour, je rentrais chez moi et je me garde dans ma cour, donc j'habite une ancienne ferme, et j'ai 10 mètres à faire dans ma cour en pavé. Ces 10 mètres me sont imposés, donc c'est une contrainte, au même titre que l'eau potable est illimitée. Et une de mes filles, je l'entends me dire « Papa, les joints des pavés, c'est de la lave, on ne doit pas marcher dessus ». Elle s'est volontairement ajoutée ou imposée une contrainte qui a rendu sympa et agréable de lever la contrainte imposée. Elle a transformé finalement l'inévitable en jeu. Et donc on y voit finalement pour moi toute la puissance du jeu et de la gamification. Donc voilà, pour moi le jeu c'est un espace pour transformer nos contraintes en défis motivants, un terrain pour tester, apprendre, échouer. Oui, c'est-à-dire que tu marches pas juste les 10 mètres qui te restent parce que c'est comme ça, parce que tu te gares pas sur les pavés, mais ça devient un sas entre les deux où ils peuvent se créer des choses un peu amusantes ou un peu intéressantes. C'est ça. Et donc, important, et j'insiste au niveau des auditeurs, c'est que le jeu ne s'oppose pas au sérieux, il s'oppose au réel. Moi, je fais beaucoup de choses en m'amusant dans la vie, j'espère en être pas moins sérieux. Combien de parents disent à leur enfant « Ah, t'es encore en train de jouer ?» Non, c'est voilà, le jeu, il y a un espace-temps particulier, je peux tout essayer sans prendre de risques. Et donc, ça m'a amené à poser une réflexion, comment le jeu peut devenir un outil d'animation, de transformation, voire de mise en œuvre des politiques publiques.
Donc là, dans les expériences, alors une des plus significatives et les plus abouties, donc avec un de mes collègues, Marc Gremski du Parc Naturel, on a travaillé sur un projet qui s'appelait Je commence aujourd'hui. Donc le jeu JEU. Et on a collaboré avec Cocktail Games, qui est un vrai éditeur de jeux de société, et qui voulait faire le déploiement, une version francophone du jeu Sneaky Cards. Ce jeu, c'est quoi? C'est un jeu de cartes qu'on a, mais le but, c'est de ne pas garder les cartes. Chaque carte, en fait, c'est une mission. Donc là, pour le coup, nous, c'était un geste. Si on le faisait tous, ça aiderait le monde à aller mieux. Et l'idée, c'est qu'une fois que j'ai fait le geste, je passe la carte à un complice involontaire. Mais avant ça, je mets le code de la carte. Chaque carte a un code unique sur le site ou l'appli dédié. Ma carte commence son voyage. Et je peux mettre une photo, un commentaire et suivre la vie de la carte dans le monde entier. Et donc, Gaël, tiens, tu récupères une carte. Il y a un contrat moral entre toi et moi. C'est non, Gaël, tu vas pas trahir la confiance que j'ai mis en toi. Et donc, à ton tour de faire le geste, de passer à quelqu'un. Et je vais revenir sur mon triptyque, c'est que la diffusion du jeu, elle se faisait autour de temps de sensibilisation. À la fin du temps de sensibilisation, on espère qu'il y a une lumière qui s'est allumée dans la tête des gens, et on leur disait, maintenant, si vous voulez, on peut vous outiller. Vous outiller comment? Vous remettant ce jeu qui va vous donner une place d'acteur, laquelle, c'est d'être le point de départ, l'élément de transmission, de propagation de jeux, de gestes, qui vont participer à ce que le monde puisse aller un petit peu mieux. Et quand je parle d'outil, c'est un outil qui était mis dans la poche des gens, qui leur donnait de la légitimité à faire les choses. Je vais prendre deux, trois exemples. J'ai une de mes filles, un jour, elle était invitée à un anniversaire, puis elle veut offrir un livre à sa copine, puis je dis, Léane, ce livre-là, tu l'as? Oui. Tu l'as fini? Oui. Offre-lui le tien. Mais non, papa, ça se fait pas, il est pas neuf, je vais passer pour radin. Sauf que dans le jeu, il y a une carte mission, c'est offre une seconde vie à un objet. Elle avait l'outil dans sa poche qui la rendait légitime de faire le geste, elle a glissé la carte dans le livre, elle a offert le livre à sa copine a compris que c'était pas de la radinerie, et cette carte est même devenue un deuxième cadeau. Ah tiens, à mon tour, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver chez moi à offrir quand je serai invité chez quelqu'un? Et donc, le jeu a ramené une contrainte pour son prochain cadeau, mais une contrainte qui rend sympa de faire le geste, qui rend légitime et qui est un vrai outil. Autre exemple, on était en grande surface, rayon fromage, et elle me sort la mission, on doit acheter un produit local. Peu importe que j'achète local avant, que j'achète local après, il y a un espace-temps qui se crée, et dans cet espace-temps particulier, allez, 5 minutes, chasse au trésor, rayon fromage. Regarde, Lille, Avesnes, Maroilles, et regarde, Le Quesnoy, Lys Agricole, waouh! Qu'on achète ce fromage, on le goûte, et quelques jours après, sur un marché, il y a un stand producteurs locaux. J'ai ma fille, papa, producteurs locaux, c'est comme le fromage qu'on a acheté l'autre fois. Oui. Et voilà, ça a fait boule de neige. Et donc, l'idée derrière ce jeu, alors après, donc il existe toujours. Il y a l'animation. Il faut y mettre des moyens aussi pour continuer à l'animer. C'est là que c'est des fois un petit peu plus complexe. Mais on pourrait imaginer que finalement, on peut gamifier aussi le mécénat en trouvant des partenaires qui, en fonction du type de mission, il y a une mission sur le nettoyage de sa boîte mail. OVH dirait, moi, je suis parrain de cette mission-là. On a Refresco chez nous qui dirait, moi, je suis parrain de la mission sur le jus de fruits local. Et qu'en plus, que chaque personne fasse un geste pour le plaisir du geste, prenne cette place d'acteur et finalement que ce geste soit reconnu par la collectivité ou par les entreprises en disant, à chaque fois qu'une carte voyage, je mets un jeton dans un pot qui va financer un projet commun, un projet collectif. Et donc finalement, je suis aussi, mon comportement est reconnu, c'est pas juste une injonction, c'est je suis reconnu, je deviens un allié de la collectivité, du territoire, des entreprises, et ensemble on fait plus et on se met en mouvement. Donc voilà la réflexion derrière un tout petit jeu de cartes. Ouais, c'est très intéressant parce que ce que tu me disais aussi quand on préparait cette émission, c'est l'avantage du jeu, c'est que tu disais c'est un espace-temps particulier, ça veut dire que on a dans la vie normale, réelle, une identité, une personnalité qui est associée à un certain nombre de comportements qu'on a l'habitude d'avoir, pour lesquels on est reconnu par les gens qui sont autour de nous, etc. Dans l'espace du jeu, on peut être quelqu'un d'autre, on peut jouer à autre chose, on peut tester d'autres comportements, puis se dire finalement je peux faire ça et ça met pas en jeu ma personnalité et ça me rend pas, ça me met pas telle étiquette que je pourrais craindre, genre bobo ou je ne sais quoi, parce que je fais quelque chose qui est plus écologique. Je donne juste un exemple. Et donc, on peut tester des choses, voir que ça marche sans se mettre en danger, comme tu le disais. Et là, en plus, avec ce système de points, tu renforces la légitimité, si je comprends bien. C'est ça. Et le jeu, finalement, on pourrait carrément aller dire que le jeu éduque ses joueurs.
et permet de tester des gestes qui vont rentrer dans mon répertoire d'action, qui un jour ressortiront ou ressortiront pas. Et on peut faire 2-3 minutes de philo. Hein. Il y a un vrai parallèle entre ma vie de tous les jours et le jeu. On revient au sens. Aujourd'hui, nous sommes tous, hein, toi, moi, les auditeurs, sur ce caillou minuscule qui va à une vitesse folle dans l'univers. On n'a pas encore compris le sens de ce qu'on faisait sur ce caillou. On ne sait pas ce qu'il y a avant, on ne sait pas ce qu'il y a après. On a conscience de notre fin. Pour autant, on s'est tous les deux levés ce matin en disant tiens, j'ai un truc super important à faire. Moi, j'ai un échange avec Gaël, toi, tu as un échange avec moi. On y a mis du sens parce que c'est un peu comme quand je joue. Quand je joue, je suis dans cet espace-temps. Je le fais avec sérieux. C'est-à-dire que je pousse mes petits cubes, je vais chercher mes ressources, je fais mes actions. Si je prends du recul, que je me regarde jouer, je vois bien la futilité de ce que je suis en train de faire. Finalement, cette question-là, je pourrais la poser à ce qu'on est en train de faire. On a fait des choses bien. Si on les avait pas faites, on en aurait fait d'autres qui auraient sûrement été aussi bien. Et se poser cette question, qu'est-ce qui manquerait au monde si on n'existait pas? Il manquerait sûrement des petites choses, mais finalement, pas tant que ça, si on est un minimum honnête. Pour autant, on l'a fait tous les deux avec sérieux et application, parce que nous sommes des êtres d'action, des êtres d'émotion. On se met dans un espace-temps, et le sens, on se le crée. Et tant mieux, hein, c'est important. Et c'est aussi notre imaginaire qui fait, c'est important de le faire parce que ça va produire ça va produire ci, ça va. Et donc, agissons comme ça, faisons des choses parce que c'est bien de faire les choses, parce que aussi ça flatte notre ego, parce que aussi, et pour revenir à l'imaginaire, moi je pense pas que les gens vont laisser le SUV et passer au vélo parce que le SUV pollue et le vélo c'est bon pour ma santé. Je pense que l'imaginaire lié à l'image sociale, à la représentation de l'objet, le SUV, l'image se dégrade, le vélo c'est fun, je suis bien vu, fonctionnera tout autant, si ce n'est même mieux, que cette question du sens. C'est vrai que l'action peut être d'autant plus première qu'il y a plein de choses qu'on fait, on ne sait pas pourquoi on les fait, et on post-rationalise derrière en donnant du sens à des choses qu'on a faites, mais très souvent on les fait parce qu'on les fait. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui utilisent ça en manipulation. Il y a eu le petit précis de la manipulation à l'usage des honnêtes gens qui avait été écrit il y a très longtemps, qu'on avait partagé avec nous quand j'étais en école de commerce. Et c'était assez amusant pour ça, voir tout ce qu'on peut faire, enfin amusant ou inquiétant, parce que finalement, la plupart des actions qu'on fait, on ne sait pas pourquoi on les fait. Donc on se raconte l'histoire après, quoi. Mais moi j'assume le fait de dire oui, je fais de la manipulation, hein, quelque part. C'est aussi c'est d'emmener les gens du côté où on a envie de les emmener, en sachant, pareil, je vais pas développer pendant la question, mais je la pose. Est-ce que l'important c'est ce qui est vrai ou ce qu'on croit être vrai? Et voilà, je pense qu'on vit beaucoup plus avec ce qu'on croit être vrai qu'avec ce qui est vrai. Ouais, c'est juste. Hein. Et en plus, la notion de l'impact, parce que souvent, dans tout ce qui est lié à la transition écologique et sociétale, on parle beaucoup d'impact et parfois, comme tu le disais, on ne sait pas quand l'impact aura lieu. On sème des graines et puis peut-être que quelqu'un va chercher un changement de comportement tout de suite, puis peut-être que ça sera dans 3 mois ou dans 3 ans, ou, parce que ça va s'associer à autre chose. Et donc, on est un peu contraint d'être à la fois humble et de complètement lâcher prise sur ce que ça va faire. Donc, on fait nous ce qui est juste, puis après, il se passera ce qui peut se passer en laissant chacun libre de faire ce qu'il voudra. Parce que cette liberté-là, elle est aussi essentielle, je pense, dans le fait que quelqu'un puisse adopter un nouveau comportement. Tout à fait, oui. Loin de mes cils, un seul regard. Loin de mes cils, comme un rempart. Le plaisir facile, les amours de soir, menent nobles et subtils en le nœud de foulard. Combien de temps, si on reste face à face sans aimant, sans une gomme qui efface. Combien de temps, et je bois, et je scie sous le toit. Loin de mes cris, flèche invisible, loin de mes cris comme une cible. Les mots inutiles, sourire illusoire, à vos questions futiles. Je réponds au hasard, combien de temps, si on reste face à face sans aimant, sans une gomme qui efface. Combien de temps, et je vois, et je suis sous le toit.
j'ai de la peine à vivre loin de toi. J'ai de la folie plein les ailes. Je vois et je suis sous les toits. Combien de temps? Du coup, comme j'ai dit sur l'explication des outils pour continuer notre stratégie, donc on a fait un petit zoom, on s'est décalé sur le jeu narratif à destination des enseignants. L'idée, c'est aussi de travailler sur un kit communication à destination des élus, pour leur permettre finalement de colorier, on va dire, leur prise de parole avec des éléments de langage, des éléments visuels en lien avec ce récit. Nous sommes partis d'un constat tout simple, hein, c'est qu'un dictateur, quand il arrive au pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est retirer des mots pour empêcher les gens de penser. Ce que je ne sais pas nommer n'existe pas. Si je nomme la même réalité différemment, je change la perception de cette réalité, hein. Il y a des exemples connus. Le mot crise en chinois, c'est deux symboles, danger, opportunité. Nous, quand il y a une crise, tout de suite, on se replie sur nous. Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est dangereux, j'ai peur. Les Chinois, avec le fait de mettre le symbole danger et opportunité pour faire le mot crise, ils voient aussi l'opportunité. Et du coup, la réaction face à cette réalité de la crise n'est pas la même. Moi, je travaillais au département du Nord. On avait des politiques de démocratisation culturelle, des politiques tarifaires. Quand on parlait, on disait, c'est pour les publics empêchés. Les publics empêchés, c'est les publics éloignés. Et si vous aviez dit c'est pour les pauvres, on vous aurait regardé en disant mais non, mais tu peux pas dire pauvre. Sauf que pauvre, c'est une réalité, c'est violent, je veux l'aider. Un défavorisé, c'est juste la personne qui a pas eu de bol. Voir si elle faisait un effort, ça pourrait aller mieux. Donc mon attitude sera pas la même. Et j'ai un truc amusant, il faut que je vous le glisse. J'ai eu un artiste qui est venu chez moi parce que j'ai aussi lancé un projet personnel culturel de lieu de diffusion et d'expression culturelle en milieu rural. Et sur ce sujet-là, il avait justement voulu faire, suite au lancement de saison culturelle de sa commune, un texte sur les pauvres, en rentrant chez lui, parce qu'il avait été aussi choqué. Et il a cherché une rime avec le mot pauvre. Et il est tombé sur... Bon, je vais couper le blanc pour être très long. Ouais. Il y en a pas. Donc il a fait un texte, pauvre, ça rime à rien. Il y a la ville d'Hanovre, qui d'ailleurs est une rime pauvre, et quand ça rime bien, c'est une rime riche. Voilà, donc c'est juste pour l'anecdote, j'avais trouvé ça assez surprenant. Notre-Dame-des-Landes, il a suffi de sortir sur les zadistes le mot écoterroriste. Vous avez réglé le débat, c'est des écoterroristes. Voilà, pour la plupart des gens, la perception de cette réalité, c'est que c'est des gens pas bien. Et on va pas chercher ce qu'il y a derrière. Donc on va travailler aussi à des éléments de langage, des éléments visuels. Est-ce qu'il faut continuer, quand il y a un pic de chaleur, à mettre un gamin dans la fontaine publique avec une glace? Finalement, c'est quand même fun, le réchauffement climatique, on s'amuse bien, il fait chaud, on se baigne dans le jet d'eau et puis on mange une glace. Donc, il y a tout ce travail-là. Il y aura des actions expérimentales. Donc là, on est en train de réfléchir à un projet pour croiser financement, on va dire monnaie alternative et financement participatif, quelques réflexions sur la mobilité, sur la manière dont on arrive à rendre visibles les éléments de notre territoire. On travaille aussi sur des sujets de sensibilisation, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'ateliers de sensibilisation où on amène une vérité aux personnes. Nous, on est en train de travailler notamment à travers un jeu de rôle sans rôle, où l'idée, c'est, on n'amène aucune vérité, on amène peut-être plus de questions que de vérité, mais ça va aider les gens à faire leur choix en conscience. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il faut peut-être aussi sortir de ces injonctions quand quelqu'un sort d'un atelier. J'ai vu ce qui était bien, j'ai vu ce qui était de mal. Je culpabilise si je fais pas ce qui est parfaitement bien, et puis je sais pas comment je vais faire. Non, tu feras peut-être bien, tu feras peut-être mal. T'as ta hiérarchie des normes. Aidons les gens à faire leur choix en conscience. Donc voilà. Tu peux nous expliquer ce que c'est, parce que c'est extrêmement intéressant cette idée du jeu de rôle sans rôle, parce que dès qu'on se met dans un rôle, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeux de rôle où on se met dans un rôle, mais du coup, comme en général on se met dans ce rôle de manière très caricaturale, ça nous fige plutôt que ça nous donne l'élan d'aller voir d'autres perspectives. Est-ce que tu veux nous expliquer comment ça marche? Alors le jeu de rôle sans rôle, on est parti du principe, parce que t'évoquais qu'aujourd'hui les jeux de rôle, on donne à chacun un rôle, on dit t'inquiète, il n'y a pas de danger, c'est un jeu de rôle, alors toi t'es le maire, toi t'es le bailleur social, l'agriculteur, la sous-préfecture, parce que moi j'ai jamais été bailleur social, donc soit je grossis le trait, soit je caricature.
Et en fait, on est parti de l'idée, le seul endroit où on peut donner un avis sans être expert de rien, c'est une cour d'assises. Je suis pas juge, je suis pas avocat, je suis pas policier, je suis pas médecin légiste, pour autant je vais donner un avis parce que j'ai été accompagné. Donc là, l'idée était la même, c'était de partir d'une problématique, quelle qu'elle soit, et d'écrire en quelques lignes. Alors, un des derniers que j'ai fait, c'est une commune qui doit rénover sa salle des fêtes et son école, 3 millions d'euros, et 70% de subventions publiques, mais il lui manque toujours 1 million. Elle les a pas. La commune voisine n'a pas d'école, n'a pas de salle des fêtes, donc les jeunes vont à l'école, de la commune qui a l'école, les habitants profitent de la salle des fêtes, et le hasard fait que la commune qui a l'école et la salle des fêtes, elle a 30 hectares de terres agricoles sur la commune voisine. Sachant que beaucoup de communes ont des terres agricoles sur d'autres communes, c'est pas fictif. 30 hectares, ça lui rapporte 4 500 € de loyer de fermage par an. Une fois que les taxes foncières sont payées, il lui en reste 3 000. Et coup de bol, l'agriculteur part à la retraite, il n'a pas de repreneur. La commune a l'opportunité de revendre les terres libres 15 000 € l'hectare. Et là, on a un agriculteur belge qui dit moi je vous la rachète pour 25 000 € l'hectare, donc 750 000 €, 150 ans de fermage. J'ai de quoi faire mon école, sauf que culture de la patate, c'est arrachage des haies, retournement des sols, érosion des sols, produits phytosanitaires. Faut vendre ou faut pas vendre? La question est posée et on s'arrête là. Les gens ont un avis intuitivement, parce que pareil, tout le monde peut avoir une opinion, mais avoir un avis, ça se construit. Voilà. Et il faut pas que ce soit la victoire de l'opinion sur la vie. Donc là, il y a l'opinion des gens, il faut pas. Et le jeu de rôle, il fonctionne de la sorte, c'est qu'il y a des cartes actions. On en distribue à chaque joueur. Donc si on est 6, tu as la 1, la 2, suivant la 2, la 3, la 4, tu récupères la 7, la 8 et on les ouvre à tour de rôle dans l'ordre croissant. Et elles sont de deux types. Premier type, c'est des témoignages des intervenants. Donc là, on a le témoignage de maire de la commune A, celui de la commune B, la sous-préfecture, l'agriculteur, les riverains. Mais entre chaque carte témoignage, et qui est très court, mais qui va sur l'essentiel des arguments, on a des cartes qui amènent du débat. Vous venez d'entendre un tel et un tel, lequel vous a le plus convaincu? Vous venez d'entendre l'enjeu foncier, l'enjeu environnemental, la création d'emplois. Dites si vous êtes pour ou contre le projet, mais donnez un argument qui défende le contraire. Moi je suis contre pour raison environnementale, mais j'entends qu'au nom de la création d'emplois, on puisse être pour. Et après, il y a des questions sur la hiérarchie des normes. Qu'est-ce qui pour vous est non négociable? Et donc ça amène à croiser tout ça. Et à la fin, on donne le rôle aux personnes. Donc vous avez voté contre le projet. Sauf que si le projet s'était fait, il y aurait eu une nouvelle école, il y aurait eu une classe en plus, vous venez d'avoir votre concours d'ADSEM, vous auriez eu un boulot près de chez vous. Vous êtes toujours contre, intérêt collectif, intérêt individuel. Vous êtes pour, mais vous avez un gîte. Il est en face des champs, donc le paysage va changer. Votre verger ou votre jus de pomme, ça va plus être le même. Vous êtes toujours pour ou contre. Et l'idée, c'est que les gens repartent avec ça. Et ce genre de scénario, demain, vous avez une commune, une interco, il y a un projet de méga factory usine à batterie, un projet d'agrivoltaïsme, on peut faire un scénario sur ça. Et avant de prendre une décision, on amène les gens à se questionner, à avoir différents regards, différents points de vue. Ça se fait en 1 heure. On est sur les conflits d'usage. Pour les gamins de 3e, il y aurait des scénarios qu'on pourrait tester. Et le dernier que j'ai fait vraiment, c'est sur l'hôpital de Valenciennes, son projet d'extension, avec la question, un hôpital, un centre commercial comme les autres. Et on a fait ça avec des cadres de santé. Et c'était super passionnant. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Il y a autre chose que tu as envie de nous dire d'ailleurs sur ce qui s'est passé autour de cet hôpital? Des choses qui t'ont marqué? Les choses qui m'ont marqué, c'est que au début, tout le monde était contre. Non, pas de commerce. Finalement, on regarde des arguments, des besoins, on est passé à oui, mais en fait, et puis finalement, on a mis une limite, c'est oui, mais pas n'importe quel type de commerce. Voilà, entre la réalité économique, la réalité environnementale, le croisement des différents types de populations, et ça a créé du débat. Et aujourd'hui, moi, je suis encore en train de creuser ces mécaniques de jeu, et parce qu'aujourd'hui, alors c'est dur de dire ça, il y a plein d'outils, on connaît tous les fresques pour le climat, les ateliers d'automne, enfin des outils remarquables, avec un contenu, sauf que moi j'ai l'impression que ça s'adresse pas à tous les publics. Je réfléchis aussi au format, parce qu'aujourd'hui il faut que tout aille vite, donc pas trop long, et surtout, alors c'est très personnel, moi je trouve que les outils qu'on nous propose aujourd'hui s'appuient déjà sur de la connaissance. Et ensuite, une fois que les ateliers sont finis,
On m'a dit ce qui était bien, on m'a dit ce qui était mal. Et je vous dis, et si je choisis pas le bon côté, j'ose pas l'assumer, il y a une forme, alors elle est nécessaire, mais de bien-pensance, c'est ça la vérité, c'est ça. Et ils ont raison, c'est ça la vérité. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut aller vers l'habitant, vers l'individu, surtout que quand je ressors de ça, est-ce que c'est pour ça que je vais changer mes comportements? J'en suis pas forcément convaincu. Par contre, avoir été mis en situation, avoir eu l'impression de trouver par moi-même, voilà, je pense que ça stimule d'autres zones du cerveau. Et je vous dis, c'est plus de l'intuition, hein, j'ai aucune expertise et il faut pas prendre pour argent comptant ce que je vous dis là, hein, c'est très, très personnel. Ouais, mais c'est vraiment intéressant à tester et puis à vivre. En tout cas, on comprend bien à quoi ça peut ressembler. Ça donne envie, ouais, c'est chouette. On arrive à la fin de notre échange. Christophe, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais encore dire, dont on n'a pas encore parlé? Il y en aurait plein. Il y a plein de projets encore sur lesquels on travaille, sur l'implication des jeunes, mais peut-être qu'on aura l'occasion de rediscuter. La dernière chose, c'est vraiment ce côté émerveillement qui est important, recréer de la gratitude et rendre visible ce qui est invisible. Alors, il y a un truc que je vais essayer de vendre, entre guillemets, à l'aglo où je travaille. Je sais pas encore trop comment ça va être perçu, mais les quelques maires à qui j'en ai parlé, ils trouvent pas ça idiot. Et des entreprises le font, hein, déjà dans le privé, c'est donner un droit de vote à des éléments non humains du territoire. Donc c'est ma marotte du moment. C'est quand il y a un conseil municipal ou communautaire, alors pas qu'à Valenciennes, hein, moi je suis élu sur mon territoire, mon interco c'est la même chose. Chaque élu a une voix, chacun vote, le projet se fait ou se fait pas, globalement les projets se font. Je voudrais, c'est créer une force de débat, pas une force d'opposition, en donnant un droit de vote à des éléments non humains du territoire, en disant la nappe phréatique, elle a une voix, les terres agricoles ont une voix, le paysage remarquable a une voix, le patrimoine remarquable a une voix, etc., etc. De sorte à ce que, sur mon territoire, c'était le cas, il y avait un projet de méga factory, ça crée 1000 emplois. Vous pouvez avoir tous les arguments, vous ne pouvez pas lutter contre 1000 emplois. En tant qu'élu, vous ne pouvez pas. Vous avez un boulot confortable, dire à des gens qui cherchent du boulot, non, tu sais, l'environnement c'est plus important que ton emploi, ça marche pas. Par contre, on peut peut-être amener les gens à re-questionner par eux-mêmes la chose en disant, le projet est passé, par contre, on a fait voter la nappe phréatique, vu les 4 millions de litres d'eau par jour et les 80 hectares de terre agricole, la nappe phréatique et terre agricole, elle a voté contre. Ça rend visible. Qui fait ça? Parce que on avait échangé avec Thomas Brezard là, de Norcis, qui a mis aussi la nature au COMEX, donc il a quelqu'un en fait qui représente la nature, puis plusieurs personnes qui représentent. Comment vous faites? Comment vous ferez? Mais les gardiens des bois, alors sur les territoires, moi les deux territoires dont je parle, celui de l'Avesnois où ici il y a des parcs naturels. L'intelligence artificielle peut-être nous aider, il faut prendre ce qu'il y a de bon, hein, dans tout, un groupe d'experts scientifiques, et là c'est la science, c'est pas l'opinion, c'est scientifiquement, c'est ça, et on peut avoir quand même une tendance de dire aujourd'hui ce qui se passerait, et donc ça permet de rendre visible, de dire aux gens, voilà, moi élu, j'ai voté pour le projet, en conscience, je sais que voilà, ça a un impact sur ça, ça a un impact sur ça. Ça permet de rendre visible que demain, l'humain disparaît, les fourmis, les vers de terre s'en rendent pas compte, qu'ils continuent leur vie comme si de rien n'était. À l'inverse, si eux disparaissent, c'est notre survie à nous qui est menacée. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dépendant d'eux qu'eux sont dépendants de nous. Alors, on revient, c'est pas le bobo écolo, c'est juste du bon sens. C'est comment on rend ça visible, parce qu'on s'est tellement déconnecté. Et un jour, il y aura un projet, un écoquartier, on a tellement fait attention à l'infiltration de l'eau, on a fait attention à l'intégration paysagère. Mais là, ces éléments naturels, on voté pour. Et à terme, peut-être que les gens par eux-mêmes, à force de le rendre visible, diront non, pas tout à n'importe quel prix. Et on va se poser les questions. Et en effet, il y avait de l'emploi, mais il y a ça. Qu'est-ce qui est prioritaire? Aujourd'hui, on le voit sur le ZAN, on le voit sur les projets de réindustrialisation. Le ZAN, tu peux juste dire? Zéro artificialisation nette. Mais aujourd'hui, comment moi je dirais à mes enfants dans 20 ans, oui, on a supprimé les terres agricoles et on t'a affamé. Aujourd'hui, oui, tu sais plus te nourrir. La priorité, c'est quoi? Alors, je comprends qu'il y a des enjeux, mais si on n'est pas capable de réinventer les modèles, de re-questionner, de faire cette innovation sociale et sociétale, on va reproduire les mêmes recettes avec les mêmes ingrédients qui donneront les mêmes résultats, et on sait que ça va pas. Et voilà, donc faut restimuler ces imaginaires. Moi, je pense que le gars qui a dit à une époque, un jour on aura 5 semaines de congés payés, un jour on passera aux 35 heures, un jour tout le monde aura de l'eau chez lui, il a dû être pris pour un fou aussi, mais il l'a d'abord imaginé.
Imaginons-le. Ouais, je retiens ce que tu dis, oui, l'imaginaire, l'action, et puis aussi le fait de rendre les gens capables et de les écouter. Il y a une notion d'empowerment, j'arrive pas à trouver le mot qu'il faudrait dire en français, mais parce qu'en puissancement, ça colle pas trop, mais il y a cette notion-là aussi que j'entends dans ce que tu dis. Tout à fait. C'est que chacun peut prendre la parole et du coup, chacun est capable de faire cette réflexion, de faire son chemin, d'adopter ou pas de nouveaux comportements. Tout le monde est capable et on n'attend pas qu'une instance prenne toutes les décisions, mais ça n'empêche pas qu'au fond, finalement, ce qui a le plus d'impact, c'est pas tout à fait ce qu'on fait individuellement ou en tout petit collectif, mais c'est des grandes lois qui seront décidées, comme est-ce qu'on subventionne le kérosène ou est-ce qu'on subventionne le train, ou est-ce qu'on va développer le gaz de schiste ou est-ce qu'on arrête ça. Et ça, c'est des décisions qui nous dépassent complètement à l'échelle individuelle ou de petits collectifs régionaux. Après, je suis super content, moi, au niveau de l'agglo, c'est que j'ai rencontré les 35 maires. Ils ont reconnu aujourd'hui très très clairement en disant voilà, on peut pas être expert de tous les sujets, on sait qu'il faut traiter les choses de manière systémique, on sait qu'il faut du temps pour prendre connaissance d'un sujet. Il y a une demande d'acculturation sur les sujets et aujourd'hui finalement les élus sont quand même les premiers citoyens, c'est eux finalement qui ont quand même la capacité d'accélérer les choses. Demain, on ne peut pas demander à l'habitant de lui mettre la pression de plus prendre sa voiture et d'aller à vélo s'il n'y a pas des pistes cyclables. C'est bien de manger local, mais comment on structure le réseau des producteurs, Donc aujourd'hui, il y a aussi ça à faire. Je pense qu'on a aussi de moins en moins de temps, donc c'est bien aussi de continuer à sensibiliser les gens très éloignés, mais le temps qu'ils arrivent à être convaincus. Essayons d'aller aussi le plus loin possible avec les gens convaincus pour créer une sorte de norme, et ils embarqueront le reste. Mais bon, voilà, ces questions-là, moi, je me les pose parce qu'on est aussi souvent, oui, il faut aller vers les gens éloignés. Les gens, est-ce qu'on a encore le temps? Il y a tellement de gens qui font. Amplifions ces moyens-là et soyons démonstrateurs. C'est ce qu'on fait un peu en accompagnement du changement. On sait qu'il y a effectivement ceux qui sont déjà prêts, ceux qui sont plutôt opposés, ceux qui feront à un moment donné comme la foule, mais qui vont pas aller en avant. Et du coup, on va tisser des liens entre les bonnes personnes. Pas trop s'appesantir sur les détracteurs, aller chercher un peu une voie particulière, etc. Donc c'est aussi toute cette logique que vous engagez dans l'engagement collectif, dans l'engagement citoyen. Je te remercie beaucoup, Christophe. Merci infiniment. C'est moi, et puis j'espère au plaisir. À bientôt. Si vous voulez contacter Christophe Legroux, en savoir davantage sur ses actions, ses interventions, vous trouverez comme d'habitude les informations utiles dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt!